Donc, j'appelle Cédric Carbonel et en le remerciant de venir de participer. Bon, vous savez qu'il est il s'occupe de l'évaluation, enfin, il dirige il est chef de service d'évaluation des actes professionnels à la HAS. Moi, je crois que beaucoup d'entre nous le connaissent. On travaille depuis longtemps avec lui. On a eu beaucoup d'entretiens pendant ces séances de travail. Il y a des évolutions qui sont notables à l'intérieur de la HAS actuellement. Et je crois qu'on a sa participation et en tout cas sa présentation est très attendue. Le temps de parole, c'est 15 minutes. Let's go. Bonjour à tous. Désolé d'être en retard, le RERB m'a encore trahi depuis Saint-Denis-la-Plage, donc il a fallu faire avec. Saint-Denis-Plage, on essaye de se remonter le moral comme on peut au fin fond de la Seine-Saint-Denis. Donc je vais vous présenter aujourd'hui les modalités, on va dire, d'accès, d'interaction avec la HAS qui vont pas mal bouger sur 2022. On va avoir beaucoup de facilitation, d'accès, d'outils informatiques qui vont se développer avec pour objectif de vous faciliter l'existence, de nous faciliter l'existence dans nos relations entre professionnels de santé, conseils nationaux professionnels et HAS, évaluation. Le premier signe, on va dire, de cette évolution, c'est tout simplement déjà un changement de nom de notre direction. Au départ, nous étions la direction de l'évaluation médicale et de santé publique, donc la DMESP. Depuis peu, et compte tenu de l'évolution du plan stratégique de la Haute Autorité de Santé, on a souhaité mettre en avant deux priorités stratégiques pour la direction. D'une part, l'évaluation, qui reste celle qui est notre cœur de métier, on va dire, légal et réglementaire, en vue du remboursement, mais également favoriser l'accès à l'innovation, et notamment dans l'accompagnement des demandeurs à différentes étapes avant le dépôt de dossier, mais voire même extrêmement précocement. Donc, on est en train de réorganiser au niveau de la direction, au niveau de chacun des services, je dirais cette bipolarité avec, d'un côté, l'évaluation, pour lequel on se doit bien évidemment d'être complètement neutre et de pouvoir faire ces évaluations selon, je dirais, les standards et les piliers de la HAS en termes d'exigence scientifique, d'indépendance, de transparence. Et d'un autre côté, d'essayer de favoriser l'accès à l'innovation en étant beaucoup plus en interaction, en accompagnement avec les acteurs pour faire en sorte, retour sur investissement de notre part, que les dossiers d'évaluation soient les mieux construits possibles et de façon à ce que nous, on puisse aller beaucoup plus rapidement dans le processus d'évaluation. Alors, en ce qui concerne les dispositifs et les actes thérapeutiques, notamment dans toute l'interaction, le périmètre chirurgical, deux petites précisions qui peuvent avoir leur importance, c'est que nous sommes deux services à travailler sur le sujet à la Haute Autorité de Santé. Vous avez le service d'évaluation des dispositifs, le CED, dirigé par mon collègue Hubert Galmiche, qui s'occupe des dispositifs médicaux à usage individuel. Donc, ce qui va pouvoir être pris en charge via la LPPR. Titre 3, si vous êtes sur quelque chose d'implantable, 30 jours. Titre 5, si c'est moins de 30 jours. Et donc, vous êtes dans ce périmètre-là, légalement, sur des acteurs, des demandeurs qui sont exclusivement les industriels, qui déposent des dossiers auprès de la HAS. Dans ce contexte-là, si jamais vous avez un nouveau dispositif qui nécessite un nouvel acte de pose, qui n'existe pas encore à la CCAM, vous n'aurez pas besoin de déposer un dossier spécifique pour l'acte associé, puisque automatiquement, ça on fait depuis plusieurs années, on va rendre un avis en complément sur l'acte, en même temps que la CNEDIM, qui est donc l'instance chargée de se prononcer sur le service attendu du dispositif médical, va pouvoir rendre ces deux avis. Donc, un avis de la CNEDIM sur le dispositif médical à usage individuel, complété par un avis du collège sur l'acte de pose du dispositif. Donc, vous avez, pour cette dimension-là, quelque chose qui se fait, je dirais, de manière
quasi synchrone avec, si vous voulez, des exemples qu'on a pu rendre récemment, le traitement par radiofréquence au niveau des tumeurs pulmonaires. Le cas. On a eu plus récemment aussi sur les embolisations des artères prostatiques, où il y a eu un vis sur les DM et l'acte qui va avec. Donc ça, c'est lorsque vous êtes sur des dispositifs médicaux à usage individuel. À côté de ça, deuxième service, le mien, qui s'occupe des actes professionnels et qui vont intégrer aussi tout ce qui concerne les dispositifs médicaux à usage collectif, qui sont pris en charge au travers de l'acte, comme vous le savez. Et donc, en gros, tout ce qui va être pris en charge par la LAP, notamment la CCAM. Donc, on va pouvoir avoir des actes qui sont purement, je dirais, techniques, chirurgicaux, la chirurgie bariatrique par exemple, où on peut avoir des dispositifs médicaux à usage collectif, à visée thérapeutique. On a la radiothérapie, on a les robots chirurgicaux, on a les tubes également, donc qui sont dans ce contexte-là. Les demandeurs sont plus divers, puisque nous avons des demandeurs institutionnels, qui peuvent être l'UNCAM, qui peuvent être désormais le ministère de la Santé, ce n'était pas le cas avant. Et puis, de manière légale et gravée dans le marbre depuis 2020, les conseils nationaux professionnels, les CNP. Donc, vous êtes clairement identifiés dans la loi, gravés dans le marbre comme étant des demandeurs légaux de la Haute Autorité de Santé. Alors, comment ça se passe ? Petit rappel, contrairement à ce que beaucoup pensent, on ne travaille pas sans vous et on a besoin de vous pour évaluer. Ce n'est pas un travail en chambre où vous avez je sais pas, des personnes obscures qui travaillent au fin fond de Saint-Denis. Non, non, on travaille avec vous, on a besoin de vous pour les différentes étapes de ce travail. Alors, tout va commencer par la demande d'évaluation, ce sont les CNP qui vont la faire. On va vérifier si justement la demande est pertinente et si on a la capacité à les traiter. Dans ce contexte-là, on est obligé de travailler sous un format de campagne annuelle de demande d'évaluation. Alors, soyons clairs, on travaille, nous, sur un format de campagne annuelle et pas sur demande au fil de l'eau, uniquement parce que nous n'avons pas les ressources humaines pour traiter les demandes au fil de l'eau. Si on avait plus d'effectifs, je peux vous dire qu'on ne se poserait pas la question, les dossiers arriveraient et on les traiterait au fur et à mesure. Donc là, pour nous, cette problématique aujourd'hui qui est en place de campagne annuelle de demande, elle est uniquement due parce qu'on a une limitation de capacité à faire. Une fois qu'on a considéré que la demande est effectivement pertinente, elle est inscrite au programme de travail, et puis très classiquement, vous allez avoir 3 phases. La phase de cadrage, comment est-ce qu'on va évaluer, quelle technique, quel comparateur, quelle population, quels sont les critères de jugement qu'on va utiliser, quel professionnel allons-nous consulter, quel est le calendrier. Et donc, c'est ce qui va se concrétiser dans la rédaction de la note de cadrage, qui est le protocole de l'évaluation. Comme en recherche, vous avez un protocole de recherche. En évaluation, on a un protocole d'évaluation qui est systématiquement publié. Et ce protocole d'évaluation, on ne le fait pas tout seul. À chaque fois, on va solliciter les experts, on va solliciter également les CNP pour se mettre d'accord sur ce protocole d'évaluation. Et le protocole en question, ensuite, il est mis en ligne et on démarre exactement, on suit ce qui est prévu dans la note de cadrage. Et ensuite se déroule la phase d'évaluation, une analyse critique de la littérature par le service et systématiquement complétée par la position d'un groupe d'experts pluridisciplinaires sans conflit d'intérêt, qui vont permettre d'arriver à des conclusions générales en prenant en considération d'une part l'analyse de la littérature, d'autre part la position du groupe de travail. L'ensemble de ce dossier est ensuite soumis pour position à l'ensemble des parties prenantes, donc l'ensemble des CNP concernés, plus les associations de patients, et qui vont ensuite conduire à la production du rapport d'évaluation et de l'avis que nous transmettons dans la foulée systématiquement aux CNP et aux experts. Question de réciprocité. Donc, ce processus-là montre bien qu'on travaille systématiquement à chacune des étapes avec les professionnels de santé et pas de manière, je dirais, isolée. Pour faire ce travail, en fonction de la complexité des sujets, c'est 6 à 12 mois. Si vous comparez aux 90 jours d'un dossier déposé pour du médicament ou du dispositif médical, quelle est la différence? Nous ne travaillons pas sur dossier déposé. Nos collègues
l'industriel crée le dossier de A à Z, le dépose, et ensuite, on regarde en fonction des études ce que ça donne. Nous, on part ex nihilo, c'est-à-dire qu'on balaye la littérature, on va devoir définir exactement tout de A à Z pour arriver effectivement à produire l'avis. Sachant qu'en prime, l'évaluation d'actes est toujours pluridisciplinaire. Donc vous êtes très rarement sur une seule spécialité concernée et on va devoir obtenir le consensus entre l'ensemble des parties et l'ensemble des spécialités, ce qui peut prendre aussi un peu de temps. Alors au niveau je dirais des actes professionnels et du dépôt, depuis cette année, on met en place une nouvelle plateforme qui s'appelle Evact et qui permet désormais de pouvoir déposer vos demandes d'évaluation professionnelle. Alors, les années précédentes, vous aviez une plateforme qui s'appelait IDEACT, qui était une première ébauche pour nous. On a consulté les personnes qui avaient déposé des dossiers, les professionnels, pour voir quels étaient les points à améliorer. Et on a donc mis en place le premier module de cette plateforme, qui est le module de dépôt, qui va vous permettre de déposer beaucoup plus rapidement, beaucoup plus simplement vos demandes d'évaluation d'actes. Et là, aujourd'hui, au moment où je vous parle, la campagne 2022, elle est ouverte depuis le 15 février. Elle se terminera, du moins la fenêtre de dépôt, au 31 mai 2022. Donc, ça sera l'occasion, effectivement, de déposer clairement vos dossiers. On va voir si ça fonctionne. Ouais. Travaille par la technique. C'est pas grave. Yes. Bon, en tout cas, vous pourrez consulter au niveau du site internet de la HAS. Les vidéos en question y sont également présentes. On a défini vraiment les points particuliers des dossiers de demande qui jusqu'à maintenant posaient des problèmes et sur lesquels il faut vraiment que vous apportiez une attention particulière pour faire en sorte que le dossier soit considéré comme étant recevable. Alors cette plateforme, pour le moment, elle a vocation uniquement à ce que vous puissiez déposer vos dossiers, mais au fur et à mesure de l'année, elle va acquérir d'autres modules qui vont vous intéresser. Notamment, elle va vous permettre de pouvoir, lorsque vous avez déposé une évaluation et qu'on l'a commencé, de pouvoir désormais suivre son état d'avancement. Exactement comme vous suivez, je ne sais pas, l'avancée d'un colis que vous avez commandé. Là, maintenant, vous pourrez savoir, simplement, vous connectant à la plateforme, où est-ce qu'on est l'évaluation. Est-ce qu'on est à la phase de cadrage? Est-ce qu'on est à la phase d'analyse de la littérature? Est-ce que le groupe de travail s'est réuni? Ce qui permettra très clairement de pouvoir avoir un meilleur suivi pour vous et savoir clairement où vous en êtes sans que vous ayez besoin de nous interroger ou autre. Ça sera en direct. Parfait. Merci. C'est pas grave, je pense qu'on a la référence sur YouTube. Voilà, de toute façon, vous avez les accès sur le site internet. Et on la reprend. Autre élément, ça permettra aussi, via cette plateforme, que l'on puisse interagir directement entre les évaluateurs, les CNP, les acteurs, puisqu'on aura des systèmes, je dirais, d'échange de documents, de messagerie, qui se fera par cette plateforme-là. On va aussi essayer de communiquer davantage, puisqu'on a bien compris que de notre côté, pour arriver à faire connaître les différents dispositifs, les différents accueils, il y a un problème. On avait déjà commencé quelques webinaires. Le Covid nous a un peu interrompu dans notre élan, donc on va reprendre ça, ce qui permettra d'avoir des choses disponibles sur Internet et que vous pourrez revoir. Mais également, ce qu'on va mettre en place à partir de 2022, c'est vraiment des rencontres individuelles entre le service et chaque CNP, pour pouvoir discuter précisément des sujets, de ce que vous envisagez, de ce qui peut être intéressant à développer ou autre. Et puis, ce qui a commencé à être mis en place, ça c'est pour l'ensemble de la HAS, c'est une mission expertise qui aura vocation à retisser les liens entre HAS et CNP, notamment pour pouvoir
je dirais, tenir à jour de manière très basique qui sont les représentants légaux de chaque CNP, pouvoir créer un vivier d'experts également qu'on puisse solliciter, pouvoir également répondre à vos questions quand vous en avez. On aura donc clairement une mission expertise dédiée à ça qui travaillera effectivement avec les services. Petit rappel, au-delà de l'évaluation qui mène effectivement en droit commun, on en a parlé tout à l'heure, le forfait innovation. Alors, on insiste vraiment sur cet outil puisque pour nous, il peut vraiment avoir une vraie valeur ajoutée, particulièrement dans la chirurgie. C'est un dispositif qui peut permettre un accès dérogatoire à une technologie de santé, donc un acte chirurgical par exemple, pour certains centres prédéterminés, pour un certain nombre de patients, conditionné donc à la réalisation d'une étude clinique, qui est généralement l'étude clinique comparative. Et pour pouvoir accéder à ce forfait innovation, il faut avoir, je dirais, les premières données d'efficacité, de sécurité non comparatives. Donc très classiquement, vous êtes dans le cadre d'un développement d'un acte chirurgical, vous avez vos premières données de faisabilité un peu robustes sur la technique, vous avez des premières données de sécurité qui sont rassurantes, des premières données d'efficacité aussi qui le sont. Vous souhaitez passer à l'étape d'évaluation comparative, on va pouvoir justement lancer cette étude et la préparer avec vous, et ce qui permettra en parallèle aux établissements de pouvoir percevoir un financement pendant la durée de l'étude, pendant la durée de suivi de l'étude, pendant la phase d'évaluation HAS et pendant la période de tarification par la CNAM. Ce qui fait que, idéalement, si tout le monde donne un feu vert, vous avez une continuité de prise en charge du moment où le forfait innovation commence jusqu'à votre entrée en CCR. C'est quand même un gros avantage par rapport à une recherche clinique classique. Dépôt de dossier forfait innovation, pour le moment, se fait de manière dématérialisée via Sésame. À terme, il rejoindra aussi la plateforme des ventes. Accompagnement des demandeurs. Je vous disais, c'est un élément clé sur lequel on va désormais beaucoup s'axer. Et on a considéré qu'en fonction des besoins que vous pouvez avoir d'accompagnement, on met en place 3 catégories de rencontres, d'échanges avec vous, en fonction du niveau de maturité de la technique. Et 3 types différents. Alors, soit vous êtes sur une technologie, un acte que vous êtes parfois très précoce dans le développement, vous souhaitez savoir comment faire, par du procédé, quelle est la voie de remboursement, etc. Donc vraiment vous faire découvrir la technique. Là, vous pouvez solliciter des rencontres d'orientation stratégique. Vous venez nous voir avec un PowerPoint, nous présentant la technologie, et on voit derrière qu'est-ce qui pourrait être intéressant en termes de développement clinique, puis en termes de modalités d'orientation pour faciliter et prendre très précocement je dirais les éléments clés pour pouvoir avancer. Généralement, un peu plus tard, vous avez aussi la possibilité de venir nous rencontrer dans le cadre de rencontres précoces où vous avez déjà commencé à réfléchir à l'essai clinique que vous devez mener, comparatif. Alors, soit dans un cadre forfait innovation, mais pas uniquement. Ça peut être une préparation de protocole pour un PHRC, par exemple, ou industriel. Et vous vous interrogez sur est-ce que méthodologiquement, ce qu'on a prévu va vraiment être en adéquation avec les exigences HAS. Là, vous pouvez, là encore, venir nous voir dans le cadre d'une rencontre précoce. Vous nous envoyez le projet de protocole à l'avance. Quelles sont les questions que vous vous posez? Et on discute, soit simplement avec l'expertise interne, soit en ayant recours à des experts méthodologistes externes, pour dire voilà, le protocole est très bien, ou au contraire, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes totalement libre de nous suivre ou pas, c'est absolument non liant. Je précise que, bien évidemment, l'ensemble de ces rencontres, comme nos évaluations, sont gratuites. C'est toujours mieux en le disant. Et ça permet effectivement de pouvoir optimiser et réfléchir sur ces problématiques de protocole. Et puis la dernière catégorie, je dirais, de rencontres, là c'est vraiment quand vous êtes tout au bout, vous êtes prêt à déposer une demande d'évaluation de droit commun ou une demande de forfait innovation. Vous avez déjà bien composé le dossier et vous avez des questions. Ou est-ce que j'ai bien rempli? Est-ce que je suis bien dans ce qu'on attend? Est-ce que ce que j'ai pu dire est à peu près clair? Et vous pouvez aussi venir nous rencontrer. Et là, en phase de campagne actuelle, ça peut être jouable pour que on puisse là aussi vous guider pour s'assurer que la qualité du dossier sera la meilleure possible. Puisqu'on a là aussi, nous, tout intérêt à ce que ça se passe le mieux possible.
Donc là, très clairement, vous avez, je dirais, les éléments dont on a besoin pour pouvoir vous aider dans chacune des rencontres. Alors, dans un cas, c'est une simple présentation. Dans le deuxième, c'est vraiment un protocole bien abouti. Le troisième, le dossier. Vous avez les adresses Internet de chacune des pages. Et très prochainement, l'ensemble de ces sujets sera intégré dans la plateforme Evact, ce qui fait que vous pourrez vous connecter sur la plateforme et choisir, je dépose un dossier, je souhaite un accompagnement, je voudrais faire une demande de forfait innovation. Donc tout ça sera regroupé au sein du même endroit. Autre élément, les guides méthodologiques. Nous en avons produit, je dirais, et continuons à produire d'ailleurs, un certain nombre et qui ont été récemment réactualisés, qui vous concernent très clairement, c'est-à-dire que vous avez le guide méthodologie pour le développement clinique des dispositifs médicaux et qui s'applique aussi à la chirurgie, qui a été fait donc, par nos collègues du CED, où vous avez, je dirais, l'ensemble des designs d'études cliniques qui sont alternatifs à l'essai contrôlé randomisé quand il n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on accepte? Vous avez la réponse dans ce contexte-là. De plus en plus, on pousse aussi à l'estimation des paramètres de qualité de vie. Comment faire? Comment ça se positionne? Vous avez le guide sur la place de la qualité de vie dans le cadre de nos évaluations. Et puis plus récemment, nous avons également commencé à voir comment prendre en considération les impacts organisationnels dans les valorisations du niveau d'amélioration du système du service attendu, l'ASA. Et donc, la première étape a été de définir une cartographie des impacts organisationnels possibles pour chacune des technologies, de façon à ce que, en complément du bénéfice clinique, on puisse aussi objectiver un bénéfice organisationnel et de voir potentiellement comment éventuellement obtenir un meilleur niveau d'ASA si besoin. Également, on a les guides qui détaillent les procédures que nous utilisons pour l'évaluation, puisque là, je vous ai montré tout à l'heure la procédure d'évaluation standard. On a aussi une procédure d'évaluation rapide quand toutes les données sont convergentes, qu'il y a un consensus préexistant ou autre qui nous permet d'aller beaucoup plus rapidement. Donc à venir, l'intégration des demandes de rencontres, rendez-vous dans Evact. On est en train de définir aussi un outil qui permettra d'objectiver le niveau de maturité d'un acte professionnel de façon très visuelle. Et puis, nous, ce que l'on souhaiterait aussi, c'est de pouvoir interagir avec les CNP ou autres lors des congrès de spécialité, puisque vous êtes tous au même endroit, au même moment, et donc ça permet vraiment des échanges très, très larges, pour pouvoir éventuellement avoir des sessions sur, voilà, l'année prochaine, on envisage de déposer tel ou tel acte, et ça peut être intéressant. Nous, on peut être présent pour donner quelques conseils ou autres. On a fait quelques démarches pilotes, alors plutôt avec les radiologues pour le moment, et ça s'est très bien passé. Donc, on s'est dit que ça serait peut-être intéressant de diversifier cette proposition et de voir si ça peut vous intéresser. Dernière chose, l'application des études en vie réelle. On a l'habitude effectivement de parler des essais cliniques classiques qui restent très clairement la base pour obtenir un remboursement. Il faut toujours, je dirais, l'essai comparatif. Alors attention, on dit bien comparatif, je ne parle pas forcément d'essai contrôlé randomisé. Mais on a besoin de cette dimension comparative puisque le fondement d'évaluation SA-ASA, c'est est-ce qu'on fait mieux, aussi bien ou moins bien que l'existant. Donc on est sur une démarche comparative. On a, je dirais, le design classique, et puis, de plus en plus, vous avez, apparaissent les études de vie réelle. D'ailleurs, au sein de la direction, la DEAI, autre évolution, nous avons la création d'une cellule dédiée aux études de vie réelle, pour justement voir comment elles peuvent être mises en place, dans quelles conditions elles peuvent être intéressantes. Donc là, lorsqu'on envisage des études en vie réelle, côté HS, pourquoi, quel serait pour nous, je dirais, l'intérêt d'avoir ces études en vie réelle? Qu'est-ce qu'elles vont être susceptibles d'apporter? Et donc, très classiquement, comme vous le voyez ici, on a 5 gros domaines. Alors, prioritairement, je dirais, décrire les conditions d'utilisation en vie réelle. Donc, ce qui se passe très clairement au-delà, je dirais, d'un essai contrôlé pour lequel vous avez des conditions particulières. Là, comment ça se passe? Cédric, oui.
C'est quasiment largement, mais Ouais. c'est passionnant et c'est un des parties principales. Donc, Voilà. Donc décrire les conditions d'utilisation. Alors, estimer les scores d'utilité, là, c'est plutôt à vocation médico-économique. Mesurer l'efficacité et les risques liés à l'utilisation de produits de santé. Et là, c'est particulièrement essentiel sur des suivis à long terme, et notamment en chirurgie. Mesurer la consommation de ressources, là encore à visée économique, et mesurer l'impact organisationnel, puisque ça nous permet, par exemple, de pouvoir faire des comparaisons ici, ailleurs, ou avant-après, d'organisation, et donc potentiellement aussi de bénéfices et de changements. Donc vraiment, une utilisation qui, pour le moment, est majoritairement en post-inscription, c'est-à-dire dans le cadre de réévaluation. C'est d'ailleurs dans le cadre des études post-inscription médicaments DM qu'on on a eu les premières ébauches. Alors comment est-ce qu'on met en place une étude en vie réelle? Ça ne s'improvise pas, comme pour les autres. Il y a besoin vraiment d'un protocole avec le soutien d'un comité scientifique. Ce n'est pas simplement, je dirais, un registre qu'on va faire dans son coin. Il faut avoir vraiment un objectif clair et déterminé et quel type de données, pourquoi est-ce qu'on va chercher ce type de données. De proposer un type d'étude en adéquation avec la question identifiée, c'est clair. Et puis, de savoir quel type de données on va pouvoir colliger. Et idéalement, essayer de capitaliser le plus possible sur des données qui sont préexistantes, qui peuvent être médico-administratives, qui peuvent être dans des bases déjà existantes, mais vraiment d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut mutualiser les choses. La collecte de données de qualité, là c'est essentiel. Ce n'est pas parce qu'on est sur des études en vie réelle qu'on doit minimiser donc, la qualité des données. Intégrer des mesures d'intérêt pour les patients dans les critères de jugement d'études. Le bénéfice patient est quelque chose d'essentiel et qui oriente vraiment là aussi sur la prise en charge. Ce qui nous intéresse, c'est quel est le bénéfice pour les patients. Donc, il faut, dans la mesure du possible, prévoir d'intégrer des dimensions. Et puis, essentiel aussi, garantir la transparence des données, puisqu'on doit pouvoir savoir comment tout a été généré. Donc, petit focus sur les études en vie réelle et primo-évaluation, puisque je vous ai dit que pour le moment, on était surtout sur une utilisation en réévaluation. Mais on peut avoir des utilisations de données en primo-évaluation. Alors, majoritairement, si elles sont comparatives, et le cas classique que nous avons, nous, côté ACT, ce sont les études pragmatiques qui peuvent être réalisées dans un contexte de PRME, ou de forfait innovation d'ailleurs. Donc, c'est tout à fait envisageable. On peut avoir aussi l'utilisation d'études qui vont nous permettre de définir, d'objectiver les conditions de réalisation ou les cours d'apprentissage. Donc là, on n'est pas forcément sur du comparatif. Et puis, donc un petit warning concernant, je dirais, les registres, surtout prospectifs. Alors, même si vous avez un registre extrêmement bien conçu, prospectif, bien tenu, etc., il ne permettra pas à lui seul d'obtenir un remboursement, parce qu'il est non comparatif. On aura toujours besoin d'un essai comparatif pour pouvoir se positionner côté HAS. Donc, il ne peut pas le remplacer. Par contre, il peut parfaitement le compléter. Et c'est quelque chose qui nous intéresse aussi, puisque, comme vous le savez, comme je l'évoquais, l'essai comparatif, il est dans des conditions très particulières qui ne sont pas celles de la vraie vie. Et pouvoir avoir en complément les données issues d'un registre bien mené pour qu'on puisse savoir comment dans la vraie vie ça va se passer et comment est-ce qu'on peut potentiellement généraliser les résultats d'un essai clinique sur ce qui va arriver derrière, est quelque chose de très intéressant. Et d'autant plus si le registre se poursuit dans le temps, on pourra éventuellement voir s'il y a des évolutions de comportement avant le remboursement, après le remboursement. Ça peut même aussi permettre de pouvoir, je dirais, en complément de suivi de paramètres cliniques, pouvoir également suivre l'évolution des indications. Et on revient à l'évocation de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que pour pouvoir éventuellement faire suivre des évolutions d'indications, ça peut être, à partir du moment où on a clairement défini dès le départ qu'on laissait libre cette orientation, ça peut permettre de voir émerger un certain nombre d'indications qui peuvent ensuite faire l'objet d'un essai comparatif. Si vous prenez la situation des TAVI, c'est ce qui s'est passé. On a pu voir émerger, et je pense qu'on en parlera après, un certain nombre de choses. Cher Eric, pardon pour le temps,
C'est fini. Formidable. Bon. Une seule question. Attends, j'ai deux choses. La première, je voudrais vraiment remercier Cédric, Lisalter, mais Cédric, parce qu'il répond exactement aux deux questions que j'ai souhaité, que je lui ai posées, c'est-à-dire à la fois les nouveautés de l'agence de la haute autorité et surtout son positionnement sur l'évaluation en vie réelle. Et une seule question, on va donner la parole à Sylvie Germain de LG Consulting, avec qui on a beaucoup travaillé et que je remercie vraiment beaucoup pour dans ses travaux sur l'accès à l'innovation. Merci beaucoup à vous. Je suis très enthousiasmée pour répondre aussi à tous vos demandes, pour vous éclairer, puisque étant dans le domaine depuis plusieurs années, c'est avec le plus grand plaisir, étant passionnée par les technologies de santé et de collaborer avec ces instances aussi qui réfléchissent. Donc c'est vraiment quelque chose de très stimulant. J'aurais une question pour Cédric qui porte sur l'examen futur avec toutes les évolutions, et ça on s'en réjouit parce que les industriels sont impatients et les patients également, c'est pour faire un parallèle. Et en fait, la question qui me viendra à l'esprit, c'est vraiment par rapport à la connexion que vous auriez avec le Haut Conseil de la nomenclature qui s'est créé depuis peu. Comment envisagez-vous ce dialogue en dehors de tous les professionnels inhérents au SNP? Son président étant là, François Richard. Écoutez, comment est-ce qu'on envisage le dialogue? Le mieux possible. Les échanges. Je pense que ça se passe très bien pour le moment. Oui. Faut savoir que nous sommes présents, alors nous ne sommes pas membres du Haut Conseil, mais nous sommes présents à titre, je dirais, consultatif. Comme les associations de patients, si ma mémoire est bonne. Et donc, nous travaillons activement ensemble sur justement les articulations qui peuvent se faire, sur des mécanismes particuliers, alors déjà sur le remboursement provisoire des actes. Je fais bien attention parce que c'est transitoire pour les DM, provisoire pour les actes. C'était ça dont je pensais en fait. Voilà, alors, il faut savoir que dans ce contexte-là, nous, côté HAS, les textes ne nous permettent pas de dire à l'avance ce truc-là, on le veut en remboursement provisoire. C'est uniquement le HCN qui décide, soyons clairs. Mais les interactions se passent très bien. On a énormément de réunions de travail très, très productives sur lesquelles on a beaucoup d'échanges qui nous permettent, là aussi, je pense, de progresser dans les deux sens. Dans cette démarche là aussi de rapprochement vis-à-vis des professionnels, où côté HAS, on fait monter nos idées ou autres. On reçoit aussi côté HCN des idées, des sollicitations, et puis ça permet, je dirais, sur une émulation croisée, d'avancer vers des choses intéressantes. Donc je pense qu'on aura l'occasion de voir très prochainement des remboursements provisoires. Et puis, on a un autre gros sujet qui nous attend, qui va être la refonte de la CCM, où là, effectivement, on se tient prêt, tout est en train de se mettre en place, et puis on va travailler de concert là-dessus. Question, pour le coup, question Pascal Richman. Oui, Merci beaucoup. Alors, Merci Carbonel, une question brève de technique d'évaluation. Il y a sans doute une place entre les études en vie réelle, que vous avez présentées à la fin, et les études randomisées, qui sont relativement rigides, comme vous le savez, qui surtout prennent du temps. Comme je l'évoquais tout à l'heure, le temps en matière d'innovation, et vous le savez très bien, est important. Je pense qu'il y a une place, et je vous pose la question, ne pensez-vous pas qu'il y a une place pour les cohortes prospectives bien déterminées à l'avance, en accord avec les comités de la Haute Autorité de Santé, qui peuvent se comparer à d'autres études parfois randomisées prospectives, sachant qu'on s'adresse aux mêmes pathologies, avec les mêmes items diagnostiques, les mêmes items de jugement des traitements, et qui permettent de gagner le temps dépensé à mettre en place une étude randomisée, vous savez comme moi, qui est de minimum 3 ans, sans compter les temps d'inclusion et les temps de suivi des patients et d'interprétation. Donc c'est ce qu'on appelle en anglais les tracker studies, j'en parle de temps en temps, et qui permettent de façon scientifiquement maintenant reconnue, y compris par des agences tout à fait comparables à la vôtre, qui permettent donc de comparer une cohorte prospective très bien organisée, très bien contrôlée dans sa façon dans sa maintenance, si vous voulez, dans son suivi, par rapport à des séries existantes qui elles-mêmes étaient randomisées. Alors, vous faites écho à ce que j'évoquais tout à l'heure, quand je disais attention, nous on veut des essais comparatifs, ça ne veut pas dire obligatoirement essais contrôlés randomisés. Il y a effectivement différentes modalités de comparaison qui peuvent être possibles, pour peu qu'on prenne effectivement l'ensemble des précautions méthodologiques pour garantir la comparabilité des groupes.
Donc, je vous renvoie effectivement au document que j'évoquais tout à l'heure, le guide méthodologique sur l'évaluation clinique des dispositifs médicaux, mais qui s'applique aussi à la chirurgie, sur lequel on a fait l'actualisation en juin dernier, l'ensemble des nouveaux designs d'études comparatives, et donc celui que vous avez mentionné y figure, et qui permet justement de pouvoir essayer d'arriver à obtenir une comparaison robuste sans forcément qu'on ait cet aspect de randomisation. Donc on s'est vraiment élargi sur ce que l'on souhaite. On ne reste pas assis sur le dogme contrôlé randomisé parce qu'il est parfois pas possible à réaliser, et donc on va s'orienter vers autre chose. L'important, c'est vraiment la comparaison. Écoute, merci beaucoup. Merci pour ces...